Le 15 mai 2012, François Hollande est tout juste élu président de la République. Il se rend alors directement en Allemagne, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. C'est en effet lié à un coup de foudre entre Dassault et la France. Mais tout commence vraiment en 1909. Dans la cour de récréation de l'école Breguet, une école d'ingénieurs parisienne, le jeune Marcel Bloch a 17 ans. Un avion passe soudain en trombe au-dessus de l'école, fait le tour de la tour Eiffel et repart en laissant une grande marque blanche dans le ciel. Marcel le sait dorénavant, il fera des avions. Mais Marcel n'est pas nécessairement l'aviateur aventurier constructeur d'avions que l'on imagine. Et c'est pas non plus un giga tchad cliché à la Top Gun, taillé en V dans un bloc de marbre, les Ray-Ban sur les yeux même quand il va aux toilettes, et mastiquant un espèce d'éternel chewing-gum qui a plus de goût puisque ça fait 2 jours qu'il l'a dans la bouche. Et bien évidemment, il n'est pas non plus l'aventurier Charles de Lambert qui vient de passer au-dessus de lui, il n'est pas Louis Blériot et il n'est pas Saint-Exupéry. C'est un geek, normal, comme vous et comme moi, et pour le coup, il aime les sciences. Il rentre donc à l'école supérieure d'aéronautique, Super-Héros aujourd'hui, dont il sort diplômé à 21 ans. Et le bougre, on peut le dire, il est quand même plutôt bon. Pour vous dire, à 23 ans, alors que c'est la Première Guerre mondiale, on est en 1915, il décide de dessiner une nouvelle hélice qui supplantera les hélices militaires actuelles. Et il le fait, il appelle l'éclair et remporte un concours parmi 253 autres modèles. Il en profite donc pour lancer son entreprise, et 2 ans plus tard, il reçoit une commande de plus de 1000 avions de la part de l'État pour un modèle qu'il a dessiné lui-même. Mais malheureusement, on est en 1917, donc 1 an plus tard, c'est l'armistice, et l'État le renvoie directement vers la case Pôle emploi. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! S'ensuivent alors 10 ans d'errance pour Marcel Bloch, alors que la France semble plonger dans l'insouciance des années folles et de la paix post-Première Guerre mondiale. Mais 1928 le sort de sa torpeur. En effet, le gouvernement qui a mis tous les avions au placard après la Première Guerre mondiale les remet au premier plan avec la création d'un ministère de l'air. Marcel Bloch reçoit alors en 1931 une commande d'avions sanitaires, ce qui est l'occasion pour lui de relancer une société qu'il va appeler la Société des avions Marcel Bloch. Et là, c'est la naissance de Dassault, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas trop de lien entre les deux noms. Et il faut comprendre que Marcel Bloch, c'est un type qui n'a pas une mauvaise estime de lui. Par exemple, et là après je ferai une ellipse jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais il faut savoir que Marcel Bloch vendait des avions qu'il appelait le Bloc 200. Voilà. Avec-moi. Donc imaginez un jour que moi je dise, je construis des avions, maintenant je les appelle les Contremaîtres 2000. C'est un Nimbus 2000! Et vous allez voir, en termes de délire dans ce genre-là, après on dépasse encore plus les summums. Mais malheureusement, nous voilà déjà en 1940. Le 17 juin, Pétain appelle à cesser le combat. Le lendemain, le général de Gaulle déclare solennellement « Ouais, mais c'est pas toi qui décide !» Le frère de Marcel, le général Darius Paul Bloch, s'engage alors dans la résistance sous le nom de char d'assaut. Marcel, quant à lui, est une figure assez politique. En même temps, comme il est juif, il est directement la cible des processus d'arianisation des nazis, c'est-à-dire de reprise en main de l'industrie par les Ariens. Mais comme il est industriel et qu'il est reconnu dans son métier, il est aussi une ressource intéressante pour l'économie de guerre. Et donc il est arrêté, puis libéré, puis arrêté, puis libéré, et baladé ainsi de prison en prison pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on lui propose finalement de travailler pour l'économie de guerre allemande. Ce qu'il refuse, et donc il est envoyé en 1944 au camp d'extermination de Buchenwald. Comme il est de santé assez fragile, on lui donne pas beaucoup de temps à vivre. Mais heureusement, et heureusement pour nous, il est reconnu par d'autres Français, dont notamment un communiste, Marcel Paul, qui est le chef d'une organisation clandestine interne au camp, qui s'appelle le Comité des intérêts français, qui le met immédiatement sous sa protection. Marcel finit donc par sortir du camp, et sa reconnaissance s'étend envers ces communistes à tel point que, on voit après 1950, un député du RPF, c'est-à-dire le parti du général de Gaulle, donc plutôt de droite, qui s'est converti au catholicisme, donner de l'argent régulièrement à des journaux communistes comme l'Humanité. Bon voilà, c'est l'après-guerre en France. Communistes, gaullistes, les gens étaient unis et puis ils avaient comme seul intérêt de faire grandir la France. Mais l'anecdote un peu cocasse d'après-guerre, c'est que dans un nouvel élan de mégalomanie,
Et de toute façon, après le bloc 2000, on n'est plus à ça près, Bloch décide un jour de se faire appeler Dassault. Alors pourquoi? L'explication c'est que, en fait, c'est le nom de guerre de son frère, Charles Dassault, si vous vous souvenez. Et il enlève Char, il modifie l'orthographe, et du coup maintenant c'est son nouveau nom. Enfin bref, façon passage en Turquie, Marcel Bloch pimpe un peu son nom du jour au lendemain, et maintenant se fait appeler Marcel Dassault. Et naturellement, la société de Marcel suit son nom pour devenir la Société des avions Marcel Dassault, d'où l'origine du nom que l'on connaît aujourd'hui. Et Dassault, auréolé de son nouveau nom, entame donc après-guerre une épopée dans le monde des avions à réaction. Ouragan, Mystère, Mirage, Rafale, ils feront tous sa renommée en France et à l'international. Mais la vidéo n'est pas terminée. Je peux pas bien sûr m'arrêter sans vous raconter 2 ou 3 anecdotes croustillantes sur la société, dont celle que je vous avais promis au début de la vidéo. La première n'a jamais été racontée sur le YouTube français, alors je me lance. Il faut savoir qu'en parallèle des avions de combat, Dassault fait aussi des jets privés, les Falcon. Et un des plus mythiques d'entre eux, un des plus beaux qu'ils aient jamais fait, c'est le Falcon 50. Et il a notamment été vendu à l'Irak, qui s'en est servi pour faire des missions de reconnaissance lors de la guerre entre Iran et Irak, en prétextant transporter 3 riches businessmen, et puis en se perdant près de la frontière irakienne, et puis en faisant des photos de la frontière irakienne. Bon voilà, ça a marché. Et voyant que ça a marché, il décide de faire une mission similaire avec le même avion, mais cette fois en ciblant des bateaux iraniens. Ils reprennent donc le Falcon 50, ils le font pimper un peu par la France, et ils se retrouvent donc avec un espèce d'avion d'affaires, avec un nez de Mirage, un radar de Mirage, et à l'intérieur une cabine de pilotage mi-Falcon, donc mi-jet privé, mi-Mirage, donc mi-avion de combat, et puis pour finir le tout, 2 missiles Exocet sur le côté. Ils décollent donc tout content de leur trouvaille, le 18 mai 1987, pour aller tirer sur l'Iranien. Et tout d'un coup, ils voient un bateau. Le pilote du côté Mirage est un bon pilote. Il tire. Boum boum dans la gueule du bateau iranien. Ah merde. En fait, c'est une frégate américaine qui est à ce moment-là leur allié. Le bateau est quasiment détruit, les Irakiens présentent leurs excuses, et les Américains déclarent que c'est une preuve qu'il faut s'allier encore plus avec l'Irak pour éviter d'autres incidents similaires. Bref, Falcon 1, USS Stark, le nom du bateau américain, 0. Et enfin, je vous l'avais promis, l'anecdote autour de François Hollande qui a été reprise par Canteloup. Alors tu as fait bon voyage, patapouf? Eh bien, pas trop, figurez-vous. Je prends l'avion, je prends la foudre, je prends la voiture officielle, on crève le pneu, on prend un taxi, panne d'essence, après un bus électrique, il y avait plus de piles, après je... Oui, c'est bon, on a compris, t'es un chat noir. Il faut savoir qu'à partir de 2009, un Falcon 7X, donc un avion d'affaires, un jet privé produit par Dassault, est attribué au président français. Il est donc nommé le Carla One en 2009, en référence à la femme de Nicolas Sarkozy. Mais bon sens Dassault oblige, lorsque Hollande rentrera en fonction, le jour même de son investiture, l'avion, le Falcon 7X, est frappé par la foudre. Ce qui est, et c'est pas peu de le dire, un mauvais présage pour un début de mandat présidentiel. Et 6 ans plus tard, alors que le président Macron se rend au Sénégal, l'avion français percute à l'aéroport l'avion présidentiel sénégalais, le rendant alors quasiment inutilisable, au moins pour le retour. Coïncidence? Je ne crois pas. Voilà, la vidéo s'achève avec cette anecdote. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis moi je vous retrouve dans 2 semaines. Sur ce, à tantôt.